Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com avec un invité exceptionnel ce soir, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Vous avez été nombreux, les Français d'Allemagne, à vous inscrire, à participer à ce webinaire, à déjà poser vos questions. Donc, on est vraiment ravis que vous soyez très nombreux avec nous. Nous allons accueillir également le député de la 7e circonscription des Français de l'étranger, Frédéric Petit, qui va nous rejoindre dans un tout petit instant. Je vais l'inviter sur scène. Je vais d'abord saluer Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. Est-ce que vous allez bien? Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de prendre le temps de cet échange. C'est important parce que les déplacements et la mobilité sont rendus compliqués et pour autant, je voulais maintenir le lien avec cette communauté qui est importante que vous êtes. Très bien. Alors, on a à peu près 45 minutes, donc on a reçu énormément de questions. N'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu. Vous avez le petit onglet à droite, poser une nouvelle question. On va essayer d'en prendre évidemment dans le fil. Je vous dis, on a déjà reçu plus d'une centaine de questions, donc on ne pourra pas répondre à tous. Après, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent, donc je pense que Monsieur le secrétaire d'État pourra aborder la majorité des points. De toute façon, évidemment, on lui transmettra toutes les questions qu'on a reçues. Donc, vous aurez évidemment vos réponses. Vous aurez également la possibilité de voir en replay ce webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister en intégralité, vous inquiétez pas. Vous recevrez un mail juste après. Et puis, si vous voulez évidemment le faire connaître à des amis qui ne pouvaient pas y assister en live, n'hésitez pas. Sachez également qu'il y aura un article dès demain dans lepetitjournal.com, dans les éditions Allemagne, que vous consultez, vous êtes nombreux à nous consulter, qui inclura la vidéo du webinaire. Donc, vous pourrez évidemment toujours y assister. Voilà, donc je pensais avoir rajouté Frédéric Petit, donc j'espère que ça va marcher. Je vois qu'a priori, l'outil me dit qu'il se prépare, donc j'imagine que c'est en train de se mettre en place. On va commencer peut-être avec les premières questions, puisque comme je l'ai dit, il y en a eu beaucoup. Ce qui revient énormément, Monsieur Lemoyne, c'est évidemment la mobilité, le fait de pouvoir se déplacer entre la France et l'Allemagne. On a de nombreux témoignages avec des cas divers, des gens qui veulent aller voir leurs parents âgés, des gens qui ont une résidence secondaire en France, des gens qui ont besoin de se déplacer en France pour X ou X raisons. Du coup, je vous en fais pas un florilège, mais je vous en pose une ou deux de certains de nos internautes. Donc, Martine qui dit comment j'ai une maison de vacances en France, comment y aller avec un couvre-feu en France, l'interdiction de sortir du département, de s'éloigner de 10 km. Il y a beaucoup d'informations contradictoires entre les deux gouvernements. Anne Muriel dit je dois rendre visite à mes parents âgés qui sont en zone confinée. Ce type de déplacement est-il autorisé et quelles sont les attestations nécessaires? Daniel qui dit ma mère a 97 ans, elle est en EHPAD en Alsace. Comment je peux faire pour lui rendre visite sans quarantaine? Alors, c'est des petits exemples, mais je pense qu'ils illustrent finalement les préoccupations de beaucoup de nos lecteurs en Allemagne. Bien, merci beaucoup à nouveau au Petit Journal, en tout cas, de proposer ce temps d'échange. Ce que je voulais dire, c'est que naturellement, on s'exprime toujours avec la précaution d'usage qui est de dire à date. Et à date parce que la chancelière, vous l'avez vu, aujourd'hui a à nouveau travaillé avec les Länder sur toutes les dispositions relatives à la lutte contre la Covid. Nous avons d'ailleurs été informé il y a quelques minutes de cela bien du fait que l'Allemagne allait classer la France métropolitaine en zone à risque élevé. Et donc, c'est une décision qui prendra effet dans le week-end prochain. En fait, qui ne change pas énormément de choses dans les obligations qui existent déjà. Et je vais revenir sur les obligations existantes. En fait, il est vrai que pour venir en France, il faut un test PCR négatif et après se conformer aux règles qui prévalent. Alors, ces règles, elles ont été renforcées effectivement pour 16 départements de la France métropolitaine avec, une limitation dans les déplacements, mais aussi avec des systèmes d'attestation et de motifs impérieux qui permettent quand même de poursuivre un certain nombre d'activités qui sont importants. Ce qui est en revanche plus compliqué, effectivement, c'est le retour en Allemagne, puisque l'Allemagne a mis en place, il faut également le test PCR négatif,
et il le faut dès l'entrée. Mais il faut également s'enregistrer. Vous savez, il y a une déclaration d'entrée numérique et surtout, il y a en fait une quarantaine de 10 jours qui peut être réduite à 5 jours en cas de test négatif au bout de 5 jours. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une lourdeur qui rend les déplacements, en tous les cas, toujours plus complexes et compliqués. Mais il n'y a pas de restrictions, parce que j'ai vu par exemple des questions passées qui évoquaient les motifs impérieux. Les motifs impérieux pour voyager en France n'ont concerné pendant quelques semaines que les Français qui étaient établis hors de l'espace européen. Or, en Allemagne, on est dans l'espace européen et donc jamais il y a eu de tels motifs impérieux. Donc, il n'y a pas de restriction de voyager vers la France depuis l'Allemagne, du point de vue de la France. Maintenant, c'est vrai que les conditions de réadmission après sur le territoire allemand, on le voit, sont relativement contraignantes et on voit bien l'impact que ça peut avoir effectivement au quotidien. Mais pour venir en France, il n'y a pas, en tous les cas, ce système de quarantaine. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est la situation à date et donc ça c'est effectivement rendu nécessaire par en fait ces variants qui ont pris une importance significative au fur et à mesure des dernières semaines. On a freiné. Aujourd'hui, Allemagne comme France, on voit que je crois que les variants britanniques représentent plus des 2/3, voire les 3/4 des cas identifiés. Et donc, on fait face à une augmentation du nombre de cas, à une augmentation des personnes hospitalisées, des personnes admises en réanimation. Et c'est ce qui nécessite encore ces mesures. Alors, je sais que c'est vraiment, c'est pas drôle, c'est pas évident, mais il faut encore qu'on serre les coudes pendant quelques semaines pour pouvoir reconquérir cette capacité de déplacement telle qu'on l'avait auparavant et telle qu'on l'a eu d'ailleurs l'été dernier, jusqu'au début de l'automne. Et d'ailleurs, de nombreux Allemands étaient venus en France pour profiter de cet été. Je le sais, et les Français établis en Allemagne aussi, naturellement. Alors j'en profite puisque Frédéric Petit, député de la 7e circonscription des Français de l'étranger, dont fait partie l'Allemagne, nous a rejoint. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Je crois qu'il y a peut-être eu un petit souci technique qui vous a fait rater. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai juste raté le début. Voilà. Vous êtes avec nous. Monsieur Lemoine, je veux rebondir sur… j'ai vu également passer ça dans le film. On a eu plusieurs questions sur le prix des tests PCR en Allemagne. Jean-Jacques me dit le test PCR en Allemagne me coûte 120 € par personne alors qu'il est gratuit en France. Comment résoudre ce problème? J'avais un autre internaute, je crois, qui me demandait est-ce que la France peut prendre en charge ces tests, alors, au moins au retour peut-être, quand on est côté français. Comment ça se passe? Alors là-dessus, chaque résident reste assujetti au régime de sécurité sociale du pays de résidence. Donc en France, il est certes gratuit, mais tout a un coût. Et donc il y a des cotisations qui sont prélevées qui permettent de financer tout cela. Mais donc là, c'est vraiment du ressort du régime allemand. En revanche, ce qu'on a veillé à faire, c'est pour les Français établis hors de France qui reviendraient de façon définitive en France, ou qui reviendraient tout simplement même à un moment, c'est de ne pas avoir de délai de carence s'ils devaient bien effectivement avoir recours à des soins de sécurité sociale. Et donc, d'ailleurs, un délai de carence de 3 mois qui existait auparavant, qu'on a supprimé depuis le mois de mars dernier, et on va prolonger la suppression encore d'ailleurs au-delà du 1er avril. Le décret est en cours de en cours de rédaction pour pouvoir garantir cet accès aux soins. Je veux dire d'ailleurs par rapport à l'accès aux soins que les Français établis en Allemagne qui, par exemple cet été, reviendraient à l'occasion de vacances en France, pourront avoir accès également à la vaccination en France s'ils le souhaitent, dès lors qu'ils rentrent aussi dans les cibles d'âge. Si on a 40 ans, il faut qu'on ce soit au moment où la vaccination est ouverte en France aussi pour cette tranche d'âge. Donc, on le voit pour l'instant, le président a annoncé qu'on était sur les plus de 70 ans et pour certains publics, les plus de 55 ans, etc. Mais et donc voilà, je voulais signaler cette possibilité aussi pour les Français résidant en Allemagne, lorsqu'ils reviendront en France, à un moment, de pouvoir prétendre à cette vaccination. S'ils ne l'ont pas déjà faite en Allemagne, parce que naturellement, l'Allemagne a bien
spécifié que nos résidents étaient éligibles à cette vaccination. Je comprends qu'au regard de la nombreuse population qui a plus de 80 ans en Allemagne, pour l'instant, les tranches d'âge inférieures n'ont pas encore été sollicitées pour cette vaccination. Alors justement, un internaute, Jean-Pierre, nous demande, est-ce qu'il doit faire un test pour revenir de France vers l'Allemagne à partir du moment où il lui-même a été vacciné? Alors, effectivement, le test demeure un prérequis du côté allemand. Ça renvoie à la discussion sur, entre guillemets, le passeport vaccinal. La question que pose Jean-Pierre, je crois. C'est-à-dire, si je suis vacciné, est-ce que je peux voyager, me déplacer plus librement ou avoir accès à certaines activités? En fait, jusqu'à il y a peu, il n'y avait pas d'études scientifiques pour établir que vaccination égale non-transmission du virus. La vaccination, c'est je me protège moi des formes les plus graves. Il n'y avait pas encore d'éléments. Il y a une première étude écossaise qui est sortie il y a quelques jours qui semble attester que vaccination égale non-transmission. Mais c'est pourquoi, au niveau européen, on travaille plutôt sur un certificat sanitaire et les chefs d'État et de gouvernement en parleront encore demain et après-demain en Conseil européen pour faire en sorte que de façon numérique, on puisse attester soit qu'on est vacciné, soit qu'on est immunisé parce qu'on a contracté la Covid et on en est remis, soit on a un test PCR négatif. Voilà. Et donc, ça sera une étape peut-être un peu plus dans quelques semaines ou quelques mois où on pourra produire une des trois alternatives, mais à ce stade, les tests PCR sont demandés par de nombreux États en Europe. Monsieur Hérault, si je peux me permettre juste de compléter la réponse, très complète du ministre de sujets de terrain qui vont peut-être balayer des questions qui se rapportent à ça aussi. D'abord, je suis ravi d'être là devant autant de personnes et de saluer mes concitoyens, comme je dis souvent, qui ne sont ni français ni allemands, mais franco-allemands. Alors, d'abord, sur les motifs de transport, je rappelle quand même que quand on travaille, quand on est soutien de sa famille, y compris si on n'habite pas dans la fameuse région transfrontalière, il suffit d'avoir un test et on peut encore circuler. Moi, j'habite à Cracovie et je peux, si je le désire, rentrer chez moi à partir du moment où je respecte les conditions sanitaires. Sur la particularité du transfrontalier, c'est important de le rappeler, qu'il y a eu un travail énorme qu'on ne dit pas assez, Monsieur le Ministre. Tout ce qu'on a fait depuis 3 ans avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande, je suis membre du bureau de cette Assemblée, il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait. Nous avons créé un comité d'initiative transfrontalier qui permet maintenant de réagir très vite. On a réagi en quelques jours, l'autre jour, quand il y a eu le variant en Moselle et qu'il a fallu. Et c'est une structure qui rassemble les gens du bassin de vie, qu'ils soient du côté allemand ou du côté français de la frontière. Parce que, Monsieur le Ministre, je vous rappelle qu'à Paris, on a beaucoup de mal à penser qu'un transfrontalier français, on pense que c'est quelqu'un qui habite en France et qui va travailler en Allemagne. Or, il y a beaucoup de transfrontaliers français qui habitent en Allemagne et qui viennent travailler en France tous les matins. Et cela, c'était le sujet inverse. Donc, si ces sujets-là ne sont pas traités par des gens localement, on aurait eu beaucoup de problèmes. On a réussi à bien gérer ce problème. Le coût du test, je vous ai écrit, Monsieur le Ministre, il y a une dizaine de jours sur ce sujet. Je crois que c'est un sujet qu'il faut absolument qu'on règle parce qu'on est vraiment dans des situations non seulement financières, mais également, la personne qui vient de parler peut-être n'y pensait pas, mais des fois, il faut faire son test de retour avant de partir parce que très souvent, le transfrontalier, c'est aussi des gens de Stuttgart qui rentrent pour 24 heures en France. Et donc, on est obligé de faire son test, non seulement de le payer, mais de le faire en Allemagne pour le test qui va servir de retour. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai accompagné un ministre en Pologne, j'ai fait mon test de retour de Pologne à Paris. Donc, je crois que ce sujet des tests pour ce que j'appelle, moi, le transfrontalier du quotidien, le transfrontalier qui n'est pas réduit à 30 km, mais qui est dans nos familles, il est au cœur de nos familles, on est transfrontalier même quand on habite à Berlin, parce que on passe très rapidement d'une langue à l'autre, d'un pays à l'autre. Et là, il faudrait qu'on ait une solution qui ressemblera, à mon avis, à celle de la CFE, à celle du vaccin autorisé, même quand on n'est pas à la sécurité sociale française. Il faut qu'on trouve une solution parce qu'on a des situations de grande détresse aujourd'hui entre des gens qui ne sont pas dans le transfrontalier et qui sont quand même soumis à ces textes. Mais il faut quand même saluer les énormes efforts qu'on a fait en transfrontalier et qui marchent. On n'a pas eu de très gros problèmes
Ça s'est mis en place un petit peu en rallant, mais en ce moment, entre la Sarre et la Moselle, les gens peuvent travailler et passer d'un côté à l'autre sans être obligés de faire des queues dans les centres de test. Merci. Excuse-moi d'avoir été aussi long. Peut-être un point, parce que je vois en même temps, et je remercie le journal, parce que comme il y a beaucoup de questions qui sont aussi posées par écrit, et donc j'essaye de les parcourir. Je veux dire d'ailleurs que on ne pourra pas répondre à toutes, compte tenu du temps imparti, mais on va faire une extraction de toutes ces questions pour essayer de transmettre des réponses, y compris après le chat. Voilà. Donc, mais un point, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la vaccination. Donc, signaler que, puisque j'évoquais cette capacité à se faire vacciner en France lors d'un séjour, donc on a négocié avec le ministère de la Santé pour que vous puissiez justement, même en n'étant pas avec une carte vitale, etc., bien rentrer dans le système avec vous aurez un numéro de référence qui vous sera communiqué, vous permettant de vous présenter dans un centre de vaccination. Voilà, donc tout ça est bel et bien prévu. Voilà, je voulais le dire. On a regardé sur l'ensemble du monde, 84% des Français établis hors de France peuvent avoir recours aux dispositifs locaux parce que les vaccins sont homologués par l'Union européenne, c'est le cas en Allemagne naturellement. Et puis il y a 16% de nos compatriotes pour lesquels c'est plus compliqué et pour lesquels on est encore sur d'ailleurs du sur-mesure parce que il faut parfois acheminer, etc. Ça concerne notamment certains pays d'Afrique subsaharienne. Voilà. Est-ce que, justement, puisqu'on parle de la vaccination, on a une question de Martine qui dit qu'elle va rentrer pendant 4 mois en France, en Vendée, parce qu'elle a une résidence secondaire. Elle dit, est-il possible de me faire vacciner en France lors de mon séjour de plus de 3 mois? Alors, elle a 67 ans, donc peut-être que d'ici là, elle rentre entre Pâques et août, donc on peut penser que sa tranche d'âge sera concernée. Et Jean-Marie qui demande, donc il vit en Allemagne, qui de la France ou de l'Allemagne va nous vacciner en tant que Français en Allemagne? C'est-à-dire, finalement, où est-ce qu'il doit se faire vacciner? Est-ce qu'il doit rentrer en France pour se faire vacciner ou se faire vacciner plutôt en Allemagne? Les deux, mon général. Les deux, mon général. Je pense que la priorité est plutôt dans son pays de résidence, donc plutôt en Allemagne. Et s'il a l'occasion de revenir en France, à ce moment-là, il peut le faire. Mais le plus simple, c'est quand même, je pense, de s'inscrire dans le système local. Bien sûr. Là où c'est le plus proche et où on peut avoir le vaccin le plus rapidement, quelque part. Tout à fait. Je vois également dans les questions des questions sur à l'instant là, je viens de le voir passer à la volée. Ça va très vite. Marie Clouet, y a-t-il des plans de soutien prévus pour venir en aide aux Français résidant en Allemagne touchés par la crise et en difficulté financière? Alors oui, tout à fait. Nous avons mis en place une aide qui s'appelle SOS Covid. Qui est d'un montant de 150 € par mois, reconductible pendant plusieurs mois. Il est disponible en Allemagne depuis le mois de septembre dernier, puisque au début, il y avait des critères qui faisaient que s'il y avait des aides locales, on ne pouvait pas y prétendre, mais on a assoupli ces critères-là pour prendre en compte parfois la détresse de certains et certaines. Et donc, vous pouvez vous adresser au consulat pour voilà, prétendre à cette aide en justifiant de la situation. Je voulais le dire parce que on a mis 50 millions d'euros avec Jean-Yves Le Drian pour accroître les moyens en matière d'action sociale, d'aide effectivement, parce que les conséquences économiques et sociales de cette pandémie, elles sont là aussi. Pardon, pour beaucoup d'indépendants, pour des gens qui travaillent dans des secteurs impactés comme le tourisme. Donc voilà, je voulais signaler ce dispositif qui est disponible. Très bien, merci beaucoup, oui, Frédéric. Je peux rajouter une petite remarque là-dessus. D'abord, comme le savent tous les citoyens bien éclairés, les ministres proposent et c'est les parlementaires qui votent les 50 millions d'euros. Donc, nous avons voté les 50 millions d'euros en juillet dernier, effectivement, qui ne sont pas tous dépensés. Donc, on peut encore travailler. Et il y a un deuxième dispositif qui va être mis en place, ce sujet des Français qui sont vraiment à l'étranger, qui ne sont pas soutenus parce qu'ils sont expatriés d'une entreprise, est un sujet qui nous a beaucoup fait phosphorer, sur lequel on a beaucoup travaillé. Et il y a encore un dispositif qui est à l'étude en ce moment sur des aides qui pourraient passer par des associations. Et je remercie le ministre d'avoir mis en place aussi ce sujet-là et d'avoir réadapté un certain nombre d'aides qui existaient déjà, qu'on connaît peu quand on est immergé dans la vie allemande, mais qui existent et qui vont être mis en œuvre d'ici les semaines qui viennent et qui pourront venir renforcer ces dispositifs avec un espèce de sas associatif qui permettra de ne pas faire n'importe quoi non plus. Et qui seront peut-être un peu plus conséquents que l'aide d'urgence qui a été accordée avec les 150 €.
Très bien, merci. Si vous voulez, on peut passer à une série de questions autour peut-être des services consulaires. Comment, Monsieur le Ministre, le réseau consulaire s'est-il adapté pour assurer la continuité du service public pendant cette crise? Est-ce qu'il y a eu particulièrement en Allemagne, hein, bien sûr, est-ce qu'il y a eu des efforts faits en particulier? Et puis, on aura quelques questions aussi des internautes sur des questions plus pratiques. Alors, le service consulaire, il a naturellement été impacté parce que nous sommes aussi soumis aux règles locales. Donc, il y a eu, avec un confinement relativement strict, des services consulaires à Berlin, Francfort, Munich, qui ont dû fermer entre mi-mars et mi-mai 2020. Et puis, dès que ça a été possible d'un point de vue sanitaire, on a rétabli l'accueil du public. Alors, maintenant, sur rendez-vous. Alors, c'est vrai que du coup, ça a tendance un peu peut-être à diminuer le nombre de rendez-vous possibles dans une journée, dans une semaine, mais beaucoup d'usagers, tant du côté administration consulaire que côté usager, me signalent que finalement la prise de rendez-vous était aussi quelque chose de rassurant, qui fonctionnait pas mal. Alors c'est vrai que certaines procédures du coup ont pris un peu plus de temps, je reconnais, mais il faut dire que nous sommes aussi nous avons dû basculer pour partie en télétravail avec des plans de continuation d'activité, hein, comme on appelle, et que donc c'est un peu différent d'avant, mais on a veillé à ce que pour les affaires sociales, nos agents puissent continuer en binôme à gérer les échéances habituelles, les échéances de bourse, d'aide exceptionnelle, les demandes urgentes des Français en difficulté pour parfois des décès, des hospitalisations. Et puis, on a tenu aussi les conseils de bourse scolaire en audio, en visioconférence, mais faire en sorte que tous ces services ne s'arrêtent pas. Donc, je voulais le signaler. Et les consuls avec lesquels je me suis entretenu tout à l'heure sont naturellement très mobilisés pour apporter les meilleures réponses. Hein. Alors, je rebondis sur une question de Chimi qui demande si les aides dont vous avez parlé peuvent être rétroactives concernant des situations… Il n'y a pas de rétroactivité, me semble-t-il. Hein. Non, je ne crois pas. Hein. Par contre, ce qu'on peut préciser avec le dispositif qui est mis en place, où j'ai dit qu'il serait porté par des organisations ou des associations d'élus ou de bénévoles, on pourra l'adapter à chaque projet. C'est un dispositif qui finance des projets, un peu comme on fait en France quand on a la différence entre Pôle emploi et une association d'aide aux chômeurs. Donc, ça sera quelque chose qu'on pourra calibrer sur des réponses adaptées aux situations réelles. J'ai d'ailleurs vu passer une question assez technique auquel je réponds. Oui, on peut être en Allemagne et à Pôle emploi. Il y a un Pôle emploi international en France qui marche. Ça dépend de où est-ce qu'on a cotisé et comment on a fait, mais on peut être pris en charge, on peut être aidé par Pôle emploi français, même quand on est en Allemagne. J'ai déjà aidé 2 ou 3 personnes dans ce cas-là. Et puis, dernière petite information, il y a des élus français en Allemagne. Hein. On va les réélire le 30 mai. N'oubliez pas de vous inscrire et de vérifier vos mails pour participer au vote du 30 mai. Mais vous avez des élus locaux qui sont généralement des gens très engagés, des gens extrêmement de très grand secours et qui peuvent vous aider dans toutes les villes allemandes pour travailler avec vous et qui sont en contact avec les élus nationaux et avec le gouvernement, bien entendu. Alors, on a une ou deux questions liées aux difficultés de déplacement, notamment pour se rendre dans les consulats. Myriam, qui vit à Münster, elle doit renouveler son passeport, elle doit aller à Francfort. Donc, elle dit c'est compliqué. Jérémy, qui doit faire des déplacements avec des enfants en bas âge à Francfort ou à Berlin pareil, pour des questions de papier. Donc, il ne serait-il pas possible de revenir à une procédure moins lourde, notamment avec les tournées consulaires? Alors, j'imagine que la crise Covid n'a pas aidé pour ça. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Alors, il y a d'une part effectivement des tournées consulaires qui ont dû être interrompues avec ces conditions, mais qu'on espère reprendre dès que possible. Et puis par ailleurs, on fait tout un travail. Alors hélas, ça va pas déboucher dans les semaines à venir, mais pour l'avenir, ça sera précieux aussi pour pousser les feux sur tout ce qui est numérique. Je m'explique. Par exemple, moi j'ai saisi le ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse à l'avenir, solliciter un renouvellement de passeport de façon dématérialisée. Aujourd'hui, il faut se rendre dans son consulat. L'Irlande permet le renouvellement de passeport de façon dématérialisée. Donc, la France n'est pas la France si on n'est pas capable de le faire. Donc, mais ça veut dire un gros travail aussi de conviction interministériel. Voilà, alors je ne vais pas vous assommer avec ça, mais on veut faire bouger les lignes aussi pour faciliter la vie, les services. De la même façon, par exemple,
les passeports, aujourd'hui, une fois qu'il est établi, on peut vous l'envoyer de façon sécurisée. Eh bien, moi, je souhaite travailler aussi au fait que on puisse étendre ce type de procédure, par exemple, à l'envoi des cartes d'identité avec les nouvelles cartes d'identité. Mais ça demande un gros travail interne, voilà, mais qu'on va mener pour essayer de vous rendre le meilleur service possible. Voilà, alors c'est pas une réponse immédiate là dans les 3 jours, mais sachez que on est vraiment là-dessus. Et puis d'ailleurs, les Français établis hors de France sont souvent à la pointe, puisque, par exemple, pour les élections consulaires qu'évoquait le député Frédéric Petit, vous allez voter, vous aurez une capacité de voter aussi par Internet. Et ça, c'est seuls les Français établis hors de France ont cette capacité-là. Les Français qui, en France, eux, vont réélire leurs conseillers départementaux ou régionaux dans quelques mois, n'ont pas cette faculté-là. Donc, c'est pour dire que la numérisation, elle est importante, je pense, dans le service rendu. Elle ne doit pas conduire à priver du lien humain, parce qu'il y a souvent besoin, pour des situations particulières, de maintenir ce lien humain et cet entretien en présentiel, parfois, avec les agents consulaires. Mais je voulais signaler cela. Monsieur le ministre, on peut aussi ne pas oublier de nos réussites, parce qu'on a quand même déterritorialisé la carte d'identité depuis qu'on est là, ce qui est quand même, c'est-à-dire que vous pouvez tous, évidemment, la carte d'identité, si vous la faites au consulat, vous ne pourrez pas vous la faire envoyer, mais par contre, à l'occasion de vos vacances, dans n'importe quelle mairie, vous pouvez faire votre carte d'identité si vous restez les 3 semaines entre le moment où vous posez et le moment où vous arrivez. Donc ça, ce sont des choses qu'on a obtenues qui sont quand même intéressantes. Et puis on a quand même, malgré toutes les colères du député de la 7e circonscription qui suit ce dossier avec beaucoup d'attention, je vous accorde, Monsieur le ministre, qu'on a beaucoup progressé sur les certificats de vie numérisés. Et que maintenant, on n'est plus que dans les petites... on a encore des dossiers difficiles, mais ça a beaucoup progressé, surtout en Allemagne, où c'est quasiment à 80% complètement numérisé, complètement dématérialisé, ce qui est un grand soulagement pour nos plus anciens, qui sont souvent les moins mobiles dans ce genre de choses. Donc ça, c'est très intéressant. Très bien. On peut peut-être aborder également effectivement la partie éducation. Donc le réseau d'enseignement français en Allemagne, comment est-ce qu'il a résisté à la crise sanitaire? Est-ce qu'il a reçu des aides? Les établissements, les parents, quelle est sa situation? J'imagine que c'est des conditions qui sont difficiles. Bien sûr. Alors, j'ai vu effectivement plusieurs questions passer sur l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Donc, c'est vrai qu'on a un réseau en Allemagne qui est un réseau solide, puisqu'il y a 16 établissements. Il y a les établissements en gestion directe à Berlin, à Francfort, à Munich. Il y a également les lycées franco-allemands, vous le savez, les LFA de Saarbrück, Fribourg, Hambourg, notamment les écoles primaires à Stuttgart, et puis d'autres établissements. Globalement, c'est vrai qu'on a eu une peur, un moment d'une déscolarisation très importante dans le monde entier à la rentrée dernière. Et finalement, avec toutes les aides mises en place, là aussi, je crois qu'on a réussi à limiter cette érosion, parce qu'aujourd'hui, finalement, la baisse constatée à la rentrée, elle a été très faible. Enfin, je veux dire, même si on prend sur plusieurs années, on a une baisse de 1 à 2%, donc finalement une stabilité globalement. Mais tout cela demande l'engagement quotidien de notre conseiller culturel, de tous les personnels naturellement de ce réseau. Alors, naturellement, il y a eu une adaptation parce que les établissements scolaires ont été fermés relativement longtemps en Allemagne. Donc, il a fallu assurer la continuité pédagogique. Dans un premier temps, je pense que ça a été un choc pour de nombreuses familles parce que ça demande beaucoup d'énergie pour justement encadrer les enfants et s'assurer qu'ils suivent bien le programme. C'était aussi beaucoup de travail pour les équipes pédagogiques. Mais je crois qu'au bout du compte, ça a donné de relativement bons résultats. Et moi, j'ai eu plusieurs témoignages, y compris en parlant avec les élus des conseils des Français à l'étranger juste auparavant, qui me signalaient que ils avaient des échos de parents allemands dont les enfants étaient dans le système allemand, qui regardaient de façon un peu jalouse, si je puis dire, la continuité scolaire made in enseignement français à l'étranger. Voilà. Et donc, il y a plutôt eu, je crois, un beau succès de ce point de vue-là. Oui, je vais prendre la parole de façon courte, puisque je suis le rapporteur pour la Commission des Affaires étrangères de ces sujets et que je pourrais en parler 3 heures. Je crois que le ministre a tout dit. On a eu très peur, il faut le dire.
On a bien résisté. Je voudrais citer en Allemagne aussi, Monsieur le ministre, c'est pas que le réseau, c'est tous les Abibac qui ne sont pas dans le réseau. On a une situation qui est quand même très particulière en Allemagne, qui est absolument enthousiasmante quand on la connaît sur le terrain. On a bien fait les choses. Je crois qu'il y a encore des progrès à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a surtout, j'insiste parce que les gens font peu la différence. On a le modèle du lycée franco-allemand qui est quand même quelque chose qui est un peu plus difficile que le lycée français en Allemagne, mais qu'on a réussi à relancer à Hambourg, qu'il faut relancer, Monsieur le ministre, vous savez, je vous en ai déjà souvent parlé, qu'il faut relancer en France, il faut en faire un à Toulouse, il faut en faire un à Marseille. C'est important. On vient d'en ouvrir un à Strasbourg, ça commence à venir. Cette formation du lycée franco-allemand qui est différente du lycée français en Allemagne ou de la BIBAC, c'est quelque chose de très particulier, et c'est quand même un lycée, il m'arrive de dire que ce sont des Rolls-Royce éducatives, parce que c'est quand même le lycée peut-être même du 22e siècle, où on a une imbrication des deux programmes qui est tout à fait remarquable et qui fait que les enfants se développent de façon absolument majeure. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite remarque, mais ne me faites pas parler de la UFE et des lycées français à l'étranger, sinon je suis là pour 3 heures. Mais mon mail est public, mon mail est public, vous pouvez m'écrire, je réponds à tous mes mails du moment qu'ils ne dépassent pas 300 mots. Je voyais aussi dans la liste des questions certains qui disaient mais n'oubliez pas les flammes. Je vous confirme, on n'oublie pas les flammes. Les flammes, c'est génial, qui permet justement aux enfants qui sont scolarisés parfois dans le système local de pouvoir baigner dans une atmosphère francophone d'un point de vue extrascolaire. Et moi, je rends hommage vraiment à tout ce système associatif qui est très dynamique, qu'on a souhaité aider plus spécifiquement en 2020. On a doublé les crédits dédiés aux flammes parce qu'on sait que c'était compliqué. Nicolas Comenville qui dit Flamme qui a pris naissance à Francfort, voilà, en direct. Et les flammes ont essaimé depuis partout, notamment au Royaume-Uni. Il y a un système très dynamique et vraiment merci à tous les bénévoles. Voilà. Alors sur les flammes, moi qui suis un élu des citoyens, je crois que c'est remarquable, le financement flamme est remarquable parce qu'il lance la machine et ce ne bloque pas l'argent public. Monsieur le ministre, on est très attentif. Un financement flamme, c'est quelque chose qui aide des parents et des associations à se prendre en main, qui les aident pendant 3 ans, et après, généralement, ça continue à Erlangen, partout, et ça continue, et ça fait une prise en main extrêmement citoyenne et absolument remarquable dans tous les coins où c'est développé. On va bientôt avoir une fédération flamme, Monsieur le ministre, on peut le citer, puisque les parents, à force de prendre des responsabilités, en demandent plus. Ils sont en train de se structurer en fédération internationale des flammes, et c'est très bien, et j'encourage tous ceux qui hésitent. N'hésitez pas, les flammes, vous êtes couverts pendant 3 ans financièrement, et après, c'est tellement bien que ça marche tout seul, et ça fait du français sur le terrain dans toutes les villes de l'Allemagne. Très bien, merci. Allez, on continue. N'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste encore une grosse dizaine de minutes, une petite quinzaine de minutes pour poser vos questions à Jean-Baptiste Lemoine et à Frédéric Petit. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay 2-3 minutes juste après la fin du webinaire. Pour ceux qui sont inscrits, vous recevrez un mail. Donc, si vous n'avez pas pu, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas voir la fin, vous pourrez tout revoir. Et surtout, faites-le savoir, faites-le connaître, puisqu'il sera disponible également sur le petitjournal.com dès demain avec une vidéo YouTube. Et voilà, donc vous pourrez… Je viens de voir passer une question très technique sur la carte nationale d'identité qui concerne le fameux problème de la prolongation à 10 ans des cartes d'identité françaises qui n'est pas reconnue. C'est un cas particulier. J'ai dit tout à l'heure que vous pouviez faire votre carte française à l'occasion de vos vacances, et la mairie où vous allez devra vous la renouveler, même si en France elle est encore valable, mais si la date est mauvaise. Si vous prouvez que vous habitez à l'étranger, la mairie devra vous la refaire sans dire elle est encore valable. C'est un sujet avec lequel on s'est beaucoup bagarré il y a 2-3 ans, au moment de la territorialisation, parce que bien entendu, si vous allez avec une carte qui est considérée valable en France, mais qui n'est pas marquée, quand vous êtes à l'étranger, moi il m'est arrivé de passer la frontière à 3 heures du matin pour la Bosnie-Herzégovine, il vaut mieux que la date soit vraiment marquée. Donc là, vous pouvez y aller, et la mairie française, si vous êtes inscrit à l'étranger, doit vous la renouveler, même si elle ne la renouvellerait pas à un Français de la même commune. Voilà, c'est une question très intéressante sur laquelle on avait beaucoup travaillé. Alors, peut-être un mot, parce que je vois Philippe Loiseau qui dit « Déclaration sympathique, mais généraliste sur l'enseignement, difficile exercice ». Alors, je veux dire à Philippe Loiseau que, dans le temps imparti, on ne peut pas toujours rentrer dans le détail, mais lui dire que
on a bien en tête la situation précise de chaque établissement. Par exemple, je voyais, Camille Raffin qui interrogeait sur bac et brevet. Ça va lui apporter une réponse par ailleurs, mais je sais son combat pour le lycée français à Berlin. Donc, c'est une situation que je continue à voir à l'œil parce que, effectivement, par exemple, on a des négociations avec le Sénat de Berlin qui n'ont pas encore, des demandes qui n'ont pas encore abouti. C'est pas faute de s'être mobilisé avec l'ambassadrice, mais pour justement sur ce cas précis, dire à Camille Raffin, par exemple, que on va mettre ça au niveau politique. Il y a un moment. Si moi, il faut que le président de la République il saisisse la chancelière en aparté d'une de leurs conversations à venir, il faudra le faire parce que ça n'a pas bougé. Voilà, donc par rapport à un certain nombre de souhaits et de demandes des parents d'élèves. Donc je le signale. Et puis également, on a bien en tête la situation également du lycée français Renoir à Munich, puisque je sais que certains s'inquiétaient du fait de la situation financière, mais que voilà, avec la EFE, on est bien sur le coup pour identifier toutes les causes qui sont certainement multiples. Mais donc on ne perd pas de vue la situation de chacun des établissements parce que ils sont, c'est capital pour préserver un outil qui a formé des générations et des générations de Français, d'Allemands et même d'États tiers. Voilà. Et une remarque sur le lycée de Berlin, Monsieur le ministre, vous savez que ça me tient à cœur. Le lycée de Berlin, évidemment, c'est compliqué d'avoir un interlocuteur, le Sénat de Berlin, mais c'est quand même un lycée qui est très très bien intégré. Je veux dire, c'est un lycée français qui est un modèle d'intégration dans la culture locale, puisque c'est aussi un lycée allemand. Je rappelle qu'il est gratuit, c'est pour ça qu'il est gratuit. Donc voilà, il faut évidemment, quand on est marié, on discute plus souvent que quand on est célibataire, mais c'est plus fructueux généralement. Donc voilà, et je crois que ce modèle du lycée de Berlin, d'abord c'est le plus ancien du réseau, hein, il a 400 ans, mais ce modèle du lycée de Berlin, il est compliqué parce que c'est vrai que quand on y passe, on a des fois, je me rappelle quand il y a eu les accidents, les problèmes techniques qui n'étaient pas réparés, c'était quand même difficile. Il est compliqué à gérer, mais il est passionnant, il est exactement... pour moi, c'est l'avenir du réseau, ce genre d'intégration complète avec les élus locaux, avec le pouvoir local. Donc, continuons, ayons confiance, voilà. Très bien. J'aimerais qu'on aborde un point, c'est les prochaines élections consulaires qui arrivent donc c'est 29-30 mai, donc du coup c'est 30 mai en Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Ministre, quel dispositif électoral est prévu? Comment est-ce qu'on va pouvoir voter? Bien sûr. Alors, vous renouvelez effectivement les Français établis hors de France, vos élus locaux, qui sont au nombre dans le monde entier de 442. Et donc, vous aurez pour cela la capacité de voter soit à l'urne, dans des bureaux de vote, et 13 bureaux de vote sont répartis sur 8 sites sur le territoire allemand. Je pense, alors je vais vous donner rapidement, vous aurez des bureaux de vote à Berlin, à Hambourg, à Francfort, à Mayence, à Düsseldorf, à Saarbrück, à Munich, à Stuttgart. Et par ailleurs, si vous le préférez, vous pouvez aussi confier une procuration, établir une procuration que vous confiez à quelqu'un, ou bien aussi voter par Internet. Et donc, vous aurez besoin d'avoir un numéro de téléphone portable, un email, et donc vous aurez cette faculté. Donc, j'espère que ça permettra une participation, parce que en 2014, il n'y avait eu que 16% de participation, je crois, à ces élections. Et donc, je trouve que, bon, voilà, les élus, vos élus locaux, ils se donnent du mal, ils travaillent avec les consulats, et autant que faire se peut, la participation, finalement, témoigne de la reconnaissance qui sera la vôtre. Et puis, voilà, ce qui compte, c'est de participer. Après, chacun a naturellement ses opinions, ses idées, et c'est bien normal, et chacun glisse le bulletin qu'il souhaite. Mais c'est important pour nous, en tous les cas, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'offrir une capacité à voter, à vous exprimer, qui soit la meilleure possible. Oui, alors évidemment, Jean-Baptiste, Monsieur le Ministre, je vais vous appuyer. D'abord, je rappelle à tous mes concitoyens, vérifiez vos adresses mail dans la liste consulaire. Si vous voulez voter par Internet, on a jusqu'au 25 avril pour s'inscrire même. On a repoussé, si vous n'étiez pas inscrit au 31 décembre, ce n'est pas grave, vous pouvez encore vous inscrire.
Et ceux qui me connaissent un peu, il y en a quelques-uns quand même que j'ai vu passer, savent à quel point c'est important pour moi. Je crois que ce que je suis, ce que j'essaye de faire avec mon mandat, c'est d'être un lien entre ce qui se passe à Paris et le terrain des Franco-Allemands. Nous avons une représentation locale. Il y a une représentation nationale à travers moi, à travers certains sénateurs, mais il y a une représentation locale qui est fondamentale, même si elle ne fait pas des trottoirs, comme disait le président du Modem, mais elle travaille dans le quotidien, elle attribue les bourses de l'école. Nous venons, Monsieur le Ministre, nous avons passé dans la nouvelle loi qu'elle serait associée à l'aide publique au développement. Pendant cette mandature, nous avons enfin établi que c'est un élu qui présidera les conseils consulaires, ce n'est plus l'ambassadeur. Donc tout ça fait que il y a cette représentation citoyenne qui fait que, eh bien, je suis français en Allemagne, mais je suis français au Sénégal, je suis français à Cracovie, j'ai une représentation locale qui m'aide, c'est une espèce de maire local, et il faut voter, il faut vraiment voter. On a senti que ça accrochait, on a senti que ça commençait à prendre. Je crois que ça va au-delà de nos histoires locales. La démocratie est menacée dans le monde. La démocratie est menacée dans le monde, et c'est facile de dire que c'est toujours les mêmes. D'ailleurs, vous pouvez me le dire à moi, je ne suis pas politicien depuis longtemps, mais il faut voter, et il faut renforcer ses pouvoirs. Il y a des gens qui se disputent avec moi, qui sont élus, mais que je rassemble, que je vois tous les mois, et avec qui on fait avancer ce que j'appelle, moi, la confrontation fraternelle. Voilà. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'être en conflit. Il y a que dans les cimetières qu'il n'y a pas de conflit, et je ne suis pas pressé d'y aller au cimetière, mais quand on est un Français, on règle ces conflits dans la démocratie et on vote. Voilà. Donc, organisez-vous, 30 mai, il faut voter. Alors, une petite question pratique. Virginie demande si le numéro de téléphone doit être français. Non. Par contre, il faut le vérifier parce que vous recevez un SMS de confirmation. Oui, d'accord. Alors, un point, parce que je comprends que les gens se posent la question. Ce vote, il est sécurisé. Il y a eu des tests qui ont été conduits et donc le dispositif a été agréé par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité informatique en France. Donc, je voulais signaler ça. Donc, voilà, 2 tests conduits avec succès et un prestataire. Voilà. Il y a eu beaucoup de participants au test en Allemagne, Monsieur le Ministre. Donc, il y en a peut-être qui sont vérifiés. Voilà. Une remarque aussi, parce que c'est un reproche qu'on fait souvent au vote Internet, de ne pas pouvoir être vérifié par les citoyens. Ceux qui ont déjà voté par Internet savent que c'est faux. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez voté, vous avez un code de vérification. Ça demande, c'est plus compliqué que de le faire à l'urne, mais vous pouvez aller vérifier que votre vote, avec un code secret qui est votre code de confirmation, vous pouvez vérifier qu'on a bien enregistré le vote après, qu'on a bien enregistré le vote tel que vous l'aviez décidé de le faire. Donc, ce n'est pas une boîte noire, le vote Internet, quand on sait bien s'en servir et quand on le fait dans un esprit citoyen qui nous caractérise. Allez, on aborde les dernières minutes de ce webinaire. Merci à tous pour toutes vos questions. Une fois de plus, elles seront transmises à Monsieur le ministre et Monsieur le député Petit. Une petite remarque qui est revenue, je l'ai vu également dans le fil, c'est Stéphane qui disait « C'est dommage de ne pas pouvoir regarder la télévision française en Allemagne. Un match de rugby contre les Gallois, qu'y a-t-il de mieux pour faire rayonner notre culture? C'est plus efficace que des sommets de la francophonie. » Alors, monsieur le secrétaire d'État, vous avez en charge de la francophonie, donc je ne sais pas si le match de rugby participe, mais sans doute. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et en fait, on se heurte aussi au fait que il y a des questions de droit. Et par exemple, pour tout ce qui est le sport, vous savez que l'histoire de droit, c'est vraiment des grosses négociations entre justement les diffuseurs, les ligues, etc. Alors quand vous rajoutez cela après, ça se fait pays par pays et donc on se heurte à cela. Mais par exemple, je vous incite à regarder TV5 Monde a mis en place une plateforme qui s'appelle TV5 Monde Plus. C'est un peu une sorte de Netflix francophone et vous avez là-dedans, mais des trésors, que ce soit en documentaire, en fiction, etc. Et donc, je trouve que cette francophonie, d'ailleurs, le président de la République, il y croit beaucoup. Et par exemple, on a beaucoup de projets qui sont en train de sortir. On a un dictionnaire des francophones, c'est une application, je vous incite à aller voir. On a une maison d'étudiants francophones qui est sortie de terre ici à Paris. Bref, on y investit beaucoup. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, on est face à des sujets audiovisuels plus généraux qui sont d'une complexité juridique folle et pour lesquels il n'y a pas de solution simple. J'ai vu d'ailleurs que dans le fil, certains se refilaient des tuyaux. Voilà. Oui, exactement. Oui, alors évidemment. Monsieur le ministre, alors je vais
comme je vais un petit peu critiquer le gouvernement, mais comme ce n'est pas votre ministère, je vais me le permettre. Effectivement, comme ça fait aussi partie de mon rapport, je me suis beaucoup battu sur cette incohérence complète. Comme l'a dit le ministre, ce n'est pas un problème d'argent public, hein, ce n'est pas un problème qu'on n'a pas les moyens, c'est simplement un problème de réserve de certaines émissions qui disent, ben non, si vous voulez pouvoir émettre complètement partout dans tout le monde, ça va vous coûter 10 fois plus cher que ce que ça vous coûte maintenant. Je trouve qu'on pourrait couvrir 90%, ça a commencé à être fait par France Médias Monde, on pourrait couvrir 90% des programmes intéressants, en particulier les matchs de rugby. Je suis un ancien joueur, donc je sais de quoi je parle. On pourrait couvrir les matchs de rugby avec des sommes qui sont ridicules, mais on est dans du droit commercial, et effectivement, les pouvoirs publics, quand ils se heurtent à des sujets commerciaux, sont un peu démunis. Ce qui me choque beaucoup aussi, c'est cette frontière qu'il y a dans une célèbre commission des affaires étrangères qui a été enregistrée. J'ai parlé de télévisuel, d'audiovisuel intérieur, parce que moi, on me parle d'audiovisuel extérieur. Pourquoi France Médias Monde n'est pas regardé en France? C'est complètement stupide. France Médias Monde est la meilleure chaîne d'information continue publique. Je ne vois pas pourquoi, en France, on ne peut pas la regarder dans les 4 langues. C'est complètement stupide. Et tout ça encore pour des droits d'image qui seraient réglés qui pourraient être réglés très rapidement. Et ce que ça produit, monsieur le ministre, vous l'avez vu dans le fil, eh ben, ça produit que tout le monde triche. Et je vous assure que moi, j'ai un ambassadeur dans un pays que je ne citerai pas qui m'a dit, mais non, je peux tout à fait regarder Canal+ dans mon pays. Et j'ai dit, comment vous le faites en trichant? Non, je ne triche pas. Mais comment vous faites? Eh ben, j'ai un monsieur qui est venu m'installer une petite boîte. Oui, c'est ça. Voilà. Vous ne trichez pas, mais il y a un monsieur qui est venu vous installer une petite boîte. Donc, c'est un problème. Je suis d'accord avec le ministre que ce n'est pas un problème public. Ce n'est pas un problème de l'autorité publique. Il faut qu'on trouve les moyens techniques et commerciaux de rentrer dans la machine et de déverrouiller ce qui doit être déverrouillé. Et puis, on peut quand même tirer un grand coup de chapeau quand même à l'audiovisuel public pendant la crise. France 4, comment ça s'appelle France Télévisions. France Télévisions qui ont fait la chaîne 4. Ils ont acheté tous les droits. Là, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait pour une chaîne. Et ils se sont dit, bah, pour l'éducatif et pour tout ce qui est plus ou moins éducatif et enfant, il faut le faire pendant la pandémie. Donc là, ils ont fait l'acte commercial qu'il faudrait faire pour tous les autres. Et ils l'ont fait rapidement. Et ça a été une bouffée d'oxygène pour tout le monde, évidemment. Très bien. On arrive au terme de ce webinaire. Avant de remercier l'ensemble de nos internautes très nombreux aujourd'hui pour avoir posé toutes ces questions et avoir assisté à cette conférence, je vais vous donner la parole, monsieur le secrétaire d'État, pour un mot de conclusion peut-être. Bon, écoutez, grand plaisir d'avoir pu avoir cet échange. J'ai été moi-même 8 ans établi en Allemagne, à Berlin. J'ai fait mes classes, si je puis dire, à l'époque, justement à l'école Victor Hugo. Donc voilà, ça me parle. J'ai gardé beaucoup de liens avec le pays et j'étais heureux d'échanger avec vous. Je voulais vous dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre en direct, et donc je vais être un peu imprudent, mais en même temps, c'est le souci de proximité qui m'anime. Je vais laisser mon adresse mail directe pour que celles et ceux qui ont des questions puissent me les envoyer, qu'on puisse les traiter ici à mon cabinet et avec la direction des Français à l'étranger, ainsi que naturellement l'ambassade et le consulat. Et donc, vous pouvez m'écrire sur l'email suivant, jean-baptiste.lemoine, L-E-M-O-Y-N-E, @diplomatie.gouv.fr. jean-baptiste.lemoine @diplomatie.gouv.fr. Voilà, donc on essaye de faire au mieux, toutes et tous, agents consulaires de l'ambassade, élus et votre serviteur. Et puis, voilà, je sais que c'est compliqué parce que tout ça change aussi beaucoup. On n'est jamais à la merci d'évolution de ce fichu virus qui est l'inattendu permanent et donc de s'adapter. En tous les cas, voilà, on va se serrer les coudes, on va illustrer ce qui est un peu notre deuxième devise nationale maintenant, tenir ensemble, et puis en espérant pouvoir très vite se retrouver, se serrer à nouveau dans les bras et reprendre une vie plus normale. Merci en tous les cas à vous, merci au Petit Journal. Merci Jean-Baptiste Lemoine, merci Frédéric Petit. Merci à vous. Votre mail, donc c'est parfait, les gens pourront également vous solliciter, monsieur le député, monsieur le secrétaire d'État, merci. Bonne soirée à tous les Français d'Allemagne, vous avez été très nombreux à participer à ce webinaire, merci pour toutes vos questions et à très bientôt également dans lepetitjournal.com. Merci, au revoir. Au revoir.